tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si toi, tu ne sais que tu veux partager, fais-moi signe en commentaire ou montre au prochain live nous raconter l'histoire. Donc, écoute attentivement, s'il vous plaît. Euh, Ma deuxième histoire, en fait, c'est mon histoire et il y aura trois morales. Je vais résumer, mais je veux juste que les gens soient vraiment attentifs et qu'ils ne me jugent pas. Donc, 12 ans. Hein. J'avais 12 ans, toujours au Togo. Et puis, il y avait un tonton dans le quartier qui était vraiment gentil avec moi. Chaque temps quand il passait, il m'offrait des petits cadeaux, genre des glaces, des bonbons et tout et tout. On était dans la même église. Donc, il était vraiment gentil. Il était avec sa femme et ses enfants. Et il me disait toujours, ah, ne suis pas les petits garçons, sois concentré sur tes études et tout et tout. J'espère que tu es vierge. Et oui, j'ai dit oui. Non, moi, je ne fais pas affaire de garçon et tout. Ok, tonton Micha. Donc, je grandissais. On était dans le même quartier, toujours les petits cadeaux et tout. Et il me disait toujours, à ton 18e anniversaire, il faut me dire, je vais te faire un très bon cadeau. J'ai dit, d'accord, tonton. Donc, quand j'ai eu mes 18 ans, effectivement, je lui ai dit, ah, tonton, je fête mon anniversaire dans un mois. Et tu dis, ah, ok, je te ferai un très bon cadeau. C'est comme ça que le jour de mon anniversaire, il m'invite dans un glacier dans le quartier, il m'achète des glaces et puis il me remet une enveloppe de 200 000. Je dis, ah, tonton, je ne peux pas accepter cette enveloppe parce que si j'emmène d'abord l'argent à la maison, ma mère va me battre. Et puis, c'est pas la peine. Je lui rends son argent et je rentre à la maison. Après, il me dit maintenant, en fait, quand je parlais, j'attendais ton 18e anniversaire, c'est parce que sincèrement, tu me plaisais. Mais comme tu étais toujours petite, je ne voulais pas aller en prison pour pédophilie. Donc, j'attendais que tu aies 18 ans genre, pour te déclarer ma flamme. Je dis, ah, La patience. voilà. Oui. J'ai dit, mais à tonton, vous êtes marié et tout et tout. Il dit, ah, laisse ça, je t'aime bien et tout et tout. Et puis ma femme, elle n'a pas de problème par rapport à ça. Je lui ai toujours dit que j'allais prendre une deuxième femme et tout et tout. Et en passant, la dame me voyait souvent avec son mari, que ce soit dans le quartier, arrêté, en train de causer. Elle était même contente. Elle m'invitait souvent à la maison et tout et tout. Genre, elle n'avait pas de problème par rapport à ça. Or, je précise que ce monsieur était un grand de l'église, dans notre église, genre un grand dans la spiritualité dans notre église. Donc, par finir, je dirais même que il est devenu mon premier homme, c'est lui qui m'a défloré et tout et tout. Il me disait, ah, faut pas aller avec les petits garçons et tout parce que je t'aime. Dès que tu finis tes études supérieures, on va se marier. C'est comme ça que je suis en troisième année de licence. Et puis un jour, lors de nos rapports, après nos rapports, justement, je constate que je suis enceinte. Ah, je prends peur parce qu'on utilise toujours le préservatif. Et je l'appelle, je dis, ah, je voulais vous dire quelque chose, mais je ne sais pas comment tu vas le prendre parce qu'on utilise toujours le préservatif. Mais je viens de constater que je suis enceinte. Or, je ne suis allée avec personne. Il me dit oui, que la dernière fois, c'était percé, mais il ne voulait pas m'alarmer. Et il m'a toujours dit qu'il voulait que je lui fasse un enfant. Ok, d'accord. C'est comme ça que j'en parle à mes parents qui sont fâchés parce que je suis allée avec un homme marié et tout et tout. Mais finalement, il me prend une maison, il m'installe là-bas et je continue en cours du soir. Après un jour, j'ai une de mes amies qui vient chez moi et qui voit le monsieur. Elle me demande c'est qui. Je dis ah c'est lui qui m'a enceinté et tout et tout. Il dit mais je connais très bien ce monsieur. Il était sorti avec ma cousine et actuellement elle est décédée avec son bébé. Elle allait pour accoucher, elle est tombée devant l'hôpital et elle a perdu du sang, elle a perdu le bébé, ensuite elle est morte. Il dit pourquoi tu me racontes ça? En plus, moi je suis enceinte et tout. Elle dit ah fais vraiment attention parce que les bruits couraient que en fait c'est le monsieur qui a sacrifié ma cousine et son bébé. J'ai dit non, c'est pas possible parce qu'il est un grand de notre église et puis je le connais depuis que je suis toute petite. Mais je prends le soin de raconter l'histoire à ma mère. Ma mère dit ok, je vais faire des recherches par rapport à ça. C'est comme ça que finalement, à mon 9e mois de grossesse, je pars en consultation. Le docteur me dit ah, désolé madame, mais je crois que votre enfant ne respire pas bien, donc on doit vous faire une césarienne tout de suite. Il me dépêche à l'hôpital. Arrivé, on dit ah, l'enfant est déjà mort.
Donc, il va falloir qu'on me donne des produits pour que l'enfant sorte de lui-même. On me donnait tous les comprimés possibles, mais je n'avais pas de déclenchement. L'enfant ne pouvait pas sortir. On dit, on ne peut pas vous faire une césarienne parce qu'on ne sait pas exactement quand l'enfant est mort. Si on vous touche et que l'enfant a déjà commencé par pourrir, vous pouvez avoir une infection du sang et mourir. Donc, il fallait que je fasse sortir l'enfant naturellement. De 3 jours, une semaine, j'ai passé 3 semaines à l'hôpital. Personne ne voulait plus toucher mon dossier parce qu'on disait que c'est pas possible en fait. Déjà, une semaine, un enfant mort dans le ventre, je vais commencer par enfler. Et puis genre, c'est pas normal en fait que je puisse avoir un enfant et être mort dans le ventre et être toujours en vie jusqu'à présent. Donc tout le monde s'est désintéressé. Chaque fois, les lundi, quand les docteurs venaient, ils demandaient « Ah, la patiente de cette chambre est toujours là ?» On disait oui. Donc finalement, ma mère m'a volé de l'hôpital une nuit. Elle m'a fait sortir pour m'amener chez un tradithérapeute qui m'a fait humer des herbes et tout et tout. Et c'est là qu'il a dit à ma mère que c'est le monsieur qui m'a enceinté, qui m'a sacrifié. En fait, ce monsieur était dans une secte et sa femme était au courant. Donc vu qu'ils ne veulent pas donner leur enfant, qu'est-ce qu'ils font? Elles donnent la possibilité à l'homme de draguer des femmes dehors. Elle tombe enceinte et il sacrifie. Donc, c'était en polyvalence avec sa femme qu'il faisait tout ça. Ma mère m'a expliqué, étant dans l'amour, j'ai dit non, c'est pas possible, il ne peut pas faire ça. En plus, il est grand dans l'église et tout et tout. Ah, vous ne voulez pas de son affaire parce qu'il est marié, c'est tout. Moi, je l'aime et puis je ne crois pas à cette histoire. C'est comme ça que quand on a quitté chez le tradithérapeute, effectivement, le lendemain, j'ai accouché. J'ai accouché d'un mois-né, bien sûr. Et les gens étaient stupéfaits parce qu'ils se disaient que, d'autres disaient que l'enfant est pourri, il y aura les mains qui vont sortir, les pieds qui vont sortir. Mais, comme par magie, l'enfant est sorti c'est-à-dire, comme un bébé normal. C'est-à-dire, il n'y avait rien. Et on a remis le corps au gars, à tonton. J'ai oublié le nom. On lui remet le corps. Tonton Micha. Tonton Micha. Donc, tonton Micha, puisque chez nous, quand un enfant décède ou quoi, c'est le père qui s'en charge en fait. Donc, on lui donne le bébé, le gars part, je ne le revois plus. Il ne revient plus à l'hôpital, plus rien. Je descends, je l'appelle, il me dit, comme ta famille ne m'aime pas et tout, je préfère qu'on en arrête là. Je lui dis alors, donc, sûrement que mes parents ont raison, puisqu'on a dit que c'est toi qui voulais me sacrifier et tout et tout. Je veux savoir où tu as enterré mon bébé. Il dit, ça, c'est pas tes oignons, ce que j'ai fait avec l'enfant ou pas. Mais ce que je veux te dire, c'est que désormais, je ne veux plus aucune relation avec toi. Je ne veux même plus te voir et tout et tout. Je ne veux pas que vous détruisez ma réputation et puis c'est bon. C'est comme ça qu'il part. Une semaine après, je tombe malade. Ma mère part encore dans ses marches. On lui dit, c'est l'homme parce qu'il nous a cotisé à 2. Et tant que je ne pars pas, c'est lui qui aura des problèmes. Donc, il continue toujours les attaques pour que je puisse partir. C'est comme ça qu'on se met dans la prière, on fait nos marches et tout. 2 semaines après, j'apprends que le monsieur, il est décédé. Et c'était la fin jusqu'à aujourd'hui. On m'a dit, il n'a pas pu remplir les conditions et c'est pour ça qu'il est parti. Donc, c'était ma petite histoire pour dire à nos filles et à mes sœurs, pardon, ne sortez pas avec les hommes mariés. Ça, c'est juste un conseil. Hein. À la fin, chacun fait ce qu'il veut. Et faites beaucoup attention quand vous voyez, genre, la femme, elle sait que tu sors avec son homme, mais elle n'est pas dérangée. C'est dangereux. Voilà, il n'y a pas une femme qui peut avoir ce cœur de partager. Donc, ça aurait dû me réveiller, voilà. Donc, et quand vous êtes des petites filles, les hommes, les tontons vous font des cadeaux et tout, ils sont en train de faire en fait des pépinières. Ils attendent que vous grandissez pour vous prendre. Donc, faites vraiment, vraiment, vraiment attention. Et comme vous le dites souvent, le dehors est mauvais. Donc, c'était ma petite histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. C'est vraiment puissant. J'espère que ceux qui n'ont pas écouté l'histoire depuis le début, là, c'est sur YouTube, les rediffusions. Ça, c'est mon histoire à moi que je vais raconter, ce que j'ai vécu. Et je veux attirer l'attention des gens que ce que quelqu'un te raconte, tire le bon côté. En fait, l'histoire, c'est quoi? Moi, j'ai été accusée aussi. J'ai aussi été accusée. Donc, la parole, ce que je veux faire comprendre aux gens, ce que tu dis de ta bouche. Si tu veux mentir sur quelqu'un, il faut savoir sur qui mentir. Il faut savoir sur qui déclarer des paroles genre
tu ne connais pas une histoire, ou tu accuses quelqu'un inconsciemment, ou bien faussement, attends-toi au retour. Moi, ça m'est arrivé et la personne avait assumé les conséquences. Chaque personne a son domaine, chaque personne a sa grâce que Dieu lui a donnée. Moi, c'est peut-être pas la parole. Comment j'avais découvert ça? J'avais découvert ça, j'étais toute petite. J'étais chez ma tante, elle me faisait les tresses. Et elle avait une barrière, genre tu pouvais, vous voyez les barrières en tôle, tu pouvais envoyer tes pieds, tu pouvais envoyer même ta main en bas là et tu prenais quelque chose, tu regardais les gens. Donc quand moi j'étais assise, mes pieds sortaient de la barrière. Et elle me tressait le derrière, parce que quand on te fait le chignon là, on tresse le derrière. Quelque chose me dit, Nelly, enlève tes pieds de la barrière. Quelque chose peut venir te mordre. Donc du coup, un reflet, une parole, une voix me parle comme ça. Et je me retourne, je dis, maman, je vais me tourner. Quelque chose me dit de me retourner. Je ne lui ai pas dit en fait ce que j'avais ressenti dans le cœur. Je me suis retournée. Quelque temps après, ma cousine qui était à côté dit, maman, le serpent, le serpent, le serpent. C'est comme ça, le serpent sort du côté inverse où mes pieds étaient et il entre dans la barrière, il roule sur la cour. Ma tante se lève vite pour aller prendre le bâton et venir tuer. Et ma cousine était là, j'ai dit, on a le pouvoir de marcher sur toi. Tu t'arrêtes et on te tue parce que ma parole a un effet. Tu t'arrêtes, c'est pour ça que je parle les paroles. Je ne sais pas si c'était inconsciemment, mais j'ai parlé, je prononçais les paroles, ma cousine était là et puis le serpent s'est arrêté sur la cour. Ma tante est venue. Elle était d'abord traumatisée d'avoir vu, il s'est arrêté et elle a tué. Et il a maintenant essayé de commencer à partir. Il a tué, elle a tué. Après, elle me dit, Nelly, tu as dit quoi? Ma cousine me regarde. Elle dit, maman, Nelly a parlé, seulement il s'est arrêté. J'ai aussi regardé comme ça. Elle dit que moi aussi j'ai parlé comme ça. Quand Cho m'a dit parle, j'ai parlé. Et il s'est arrêté. Comme ça, ma tante a raconté ce qu'elle avait vu à ma mère. Ma mère a dit que l'enfant, si, en fait, c'était passé. Alors, j'étais à Douala. Ma mère m'avait déjà dit qu'il ne faut pas souvent parler. Il y a des choses que tu ne dois pas parler. Ma mère me disait tout ça. J'étais à Douala. J'étais à la cité, à l'université. J'ai habité avec une dame, paix à son âme. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit paix à son âme. Elle était avec nous. On était même village et on était 3 dans la cité qui venaient du même village. Et le voisin le plus collé à moi était très complice à moi parce que moi, les hommes je suis très complice avec les garçons. Un soir, on était à la maison et on était en train de taper les commentaires avec une voisine qui avait grandi à Douala avec mon voisin et on aimait trop s'entendre nous 3. Un soir, on était là, elle apprêtait le poisson dehors et le garçon, X, je vais appeler X, il était couché sur mon sol, moi j'étudiais. Après, je lui dis, il me dit, j'ai très mal à la dent. La dame, ma voisine directe et moi, on rit. Et cette dame passait, je vais l'appeler Chiona, voilà. Donc, Chiona passait. Elle rit, elle dit, vous riez de moi, elle m'appelle, vous riez de moi. Je dis, ok, comment on rit la femme? Elle dit, pardon, elle aime trop les problèmes. C'est une femme qui aimait trop les problèmes. Elle faisait genre, elle a dit ceci, elle part chez l'autre, elle dit X a dit ceci, elle part à droite, X a dit cela. On riait. Après, quand elle repasse encore, elle dit, vous continuez toujours de rire. J'ai dit, maman, on ne parle même pas de toi où on est là. On a nos propres commentaires qu'on tape ici. Un jour, donc, j'étais en train d'aller sur l'ouest. Je ne connaissais pas, c'est ma première fois de prendre la voiture seule pour aller à Banté. Après, j'avais déjà payé le billet et il fallait que je rentre, je me prépare vite pour aller prendre le dernier bus qui devait quitter la nuit et arriver le matin. Donc, mon voisin là, avec une boutique en face, en route, et il avait séché ses habits dehors. Quand j'étais en journée, il avait plu, j'avais enlevé les habits, j'ai mis dans ma chambre. Le soir, quand je me lavais, parce que c'était douche, c'était toilette, plusieurs toilettes dehors, mais chaque chambre avait sa toilette. Je me lavais et j'ai constaté que c'était lui parce qu'il parlait. Je lui dis, gars, pardon, viens prendre tes habits parce que je vais voyager maintenant et je ne rentre que dans 3 jours, donc lundi, il faut que tu prennes tes habits. Il dit, ouais, maman, attends, je viens. Je dis, ok, attends, moi, j'ai fini de me laver. Je prends maintenant, je pars, j'ouvre la chambre, je pars, j'avais le pagne. Et quand il sort des toilettes pour partir, moi, je viens derrière avec le pagne, elle venait puiser l'eau. Parce qu'elle nous accusait toujours qu'on soit ensemble. Il dit que c'est mon ami, il n'y a rien. Pourquoi toi, tu as toujours ces idées-là? Donc, bref, quand elle m'a vu avec le pagne, elle se place quand je suis entrée dans la chambre, il est entré dans la chambre, et lui, il est sorti avec ses habits de ma chambre. Elle me dit, Né, parce qu'elle me donne le diminutif de mon nom. Tu sors avec... J'ai dit, quoi? Moi?
J'ai dit, maman, pardon, moi, je dois partir prendre mon bus. Je reviens de l'Ouest, on va causer de ça. J'ai pris mes choses comme ça que je suis partie à l'Ouest, j'ai voyagé, je suis rentrée. C'était une maman, je ne voulais pas dire que pourquoi tu dis ça, pourquoi tu m'as dit ça. J'ai laissé l'histoire tomber. Un jour où je discutais quoi encore, elle est venue, elle a voulu parler de moi. Elle m'a toujours un peu provoqué. Je ne me rappelle plus de ce qui s'est passé. Elle a provoqué. J'ai dit, attends. D'abord, la dernière fois quand je voyageais ici, tu m'as dit que je sors avec. Donc, toi, tu crois que c'est vrai. Et en face de moi, il y avait un chantier. Tu connais au Cameroun, quand on construit le chantier, les gars sont là. Et imagine, les gars là te draguaient même. Donc, tu refusais. Donc, elle voulait me verser devant les gars. J'étais donc placée devant ma porte. Elle vient dire que oui, tu sors avec. J'ai dit, non, maman, tu dis ça. Elle dit oui. J'ai dit que tu. Quand elle parle, elle dit, tu sais, quelqu'un ment et il s'approche de toi. C'est comme ça qu'elle approche, qu'elle est devant ma porte. Devant tous les locataires. Tu veux me verser. Que je sois avec le mari de quelqu'un parce que lui, il a sa copine ici. Qu'est-ce que tu veux dire là de moi? Que je sors avec lui. Elle dit oui. J'ai dit, regarde, le sol, si c'est où je prie tout le matin. Quand j'ai fini de prier, je me place là. Deux fois, je jeûne, c'est là où je dis merci à Dieu. Si c'est moi, si tu crois que je sois avec Iggy. Et puis quoi, elle dit, je vous ai vu sortir le jour là, nu, alors qu'il venait prendre ses habits. J'ai dit, si tu dis que tu nous as vu sortir nu, lèche le sol où je marche le matin, où je prie mon Dieu, et jure sur ça. Elle s'est courbée, elle a léché le sol. Que je jure, genre pour faire genre aux gens qui travaillent au chantier, que ce que je dis est vrai. Après qu'elle a mangé, elle a fait ça, elle a léché son doigt. J'ai dit aux gens du chantier, cette femme, comme elle a léché le doigt devant vous, pour m'accuser indignement, je ne te donne pas le temps, mais je te donne la durée que Dieu dit. Tu ne rentreras pas dans ta ville avec tes pieds, les mêmes pieds que tu t'es placé devant ma maison. Tu rentreras et on déménagera ta maison pour ce que tu as fait ici. Et juré qu'elle m'a vu, oui, pour m'accuser faussement. Et c'est moi qui dis que comme tu l'as dit, tu ne vas pas rentrer. Déjà, tu vas pas, tes pieds que tu t'es placé ici, on ne va pas te dire l'histoire de ça. Mais en plus, tu n'arriveras même pas à marcher pour prendre tes choses. On va seulement prendre tes choses, déménager, te trouver dans ta vie. Elle dit, ah, j'ai dit ça. J'ai dit, comme elle a parlé devant vous, je vous prends à témoin du Dieu que je sais et du mensonge qu'elle veut livrer sur moi. C'est comme ça qu'elle parle. 2 semaines après, j'entends, oh, on va mettre au quartier. Et quand je dis ça, mes voisines étaient là, je dis non, elle a très mal fait. Et chaque fois, elle dit les choses sur moi, je tolère. J'ai dit ça, mais je sais. Après, je m'en fous. Elle ment sur moi, pourquoi? C'est comme ça que 2 semaines après, elle rentre. Oh, on veut me tuer ici au quartier. Mais Pio, on veut me tuer. Ma voisine vient dire que, non. Tu as dit un truc ici, voilà. J'ai dit que j'ai déjà même annulé. J'ai même dit à Dieu d'annuler. J'ai dit à ma mère, j'ai même dit que Dieu annule. J'ai dit à ma mère, et ma mère a dit qu'annule ça. J'ai dit que j'ai annulé, mais je sais pas. Dieu, souvent, quand tu dis un truc, il a déjà scellé. Elle avait donc mal le pied. Après, 1 semaine après, on l'a encore ramenée à l'hôpital. On l'a encore ramenée à l'hôpital 2 jours après. 1 semaine, on est venu déménager ces choses qu'elle est rentrée dans sa ville. À côté de Douala. C'est une ville à côté de Douala, je ne veux pas dire le nom. Après, mes voisines me disent que Nelly, on est venu prendre ces choses. J'ai dit, moi j'avais déclaré, elle a trop menti. Il y a des gens qu'on ne parle pas mal d'eux. Quand moi j'ouvre ma bouche, je dis, moi je suis comme ça. Il y a plusieurs histoires que je témoigne sur ce que je fais quand je parle mal ou bien quand je prononce des paroles pour quelqu'un. On a redéménagé ces choses, elle est partie. Après, malheureusement, quelques temps après, elle est décédée. J'ai dit, Seigneur, ma mère m'a grondé, elle a dit, je t'ai déjà dit de ne pas parler, il y a des choses que tu ne dois pas parler. Chacun a sa bouche, mais ta bouche là, c'est comme ça qu'elle m'a dit. Après un temps, sa fille était venue. Elle n'arrive pas dans notre cité. Elle est restée en route. On lui dit, pourquoi tu n'arrives pas, tu passes aller dans la cité? Elle dit que j'ai tué sa mère. Je dis, je n'ai pas tué sa mère. Il y a les gens que tu ne prononces pas les choses sur eux. Quand tu mens, c'est ça que je veux attirer l'attention. Quand tu sais, tu es convaincu que tu mens. Et la personne te dit, jure. Parce qu'on pense souvent les mots jure là sont au quartier comme si c'est la blague. J'ai un témoignage. Quelqu'un a perdu sa vie à cause de jure sur moi et puis j'ai déclaré sur lui et c'est arrivé. Donc méfions-nous souvent des mots qu'on dit. Tu ne connais pas qui, chacun a son histoire. De leur côté, ils m'appellent sorcière parce que j'ai dit les choses, ça a amené leur mère. Mais ils ne voient pas aussi la gravité de ce que le menteur, de ce qu'elle a fait et qui a attiré ce truc-là en fait. Donc devant Dieu, il y a les personnes qui ont cette sensation et même à l'église, en fait pas à l'église, quand moi je prie pour quelqu'un,
la chose arrive. Généralement, c'est ça. Mais avant ça, je vais vous demander de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, parler. C'est comment grandissons. C'est la magie. Grâce une fois, quand j'étais dans un endroit où j'ai passé pratiquement 3 mois et on était comme un temps. On était là logés et tout. Et j'avais eu quelqu'un qui me faisait la cour et j'avais refusé. Je refusais tout le temps. Et puis, il m'a dit, il avait essayé de venir me chercher la nuit. Ouais, quand les hommes vous draguent, je là, vous refusez. Là, j'avais confirmation qu'il vient te chercher la nuit. Donc, il est venu me chercher la nuit. Il m'a pas vrai trouvé. Mais quand je quittais de cet endroit, il m'est venu me dire, il a pris son courrier, il est venu me dire, je t'ai cherché la nuit, mais je t'ai pas trouvé. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? J'étais là la nuit. Il me dit, non, je t'ai dragué, tu as refusé, mais je suis venu mystiquement te chercher. Et quand je suis venue mystiquement te chercher la nuit, les gens que j'ai vus autour de toi, j'ai seulement vu le feu et j'ai vu les anges. Après, j'ai dû merci à Dieu parce que c'est une grâce. Donc, vraiment, méfions-nous. Il faut beaucoup prier. Souvent, si tu sais que tu as annulé, même si tu as même dit des paroles sur quelqu'un, annule. Parce que moi, j'ai été accusée de ça, d'avoir tué quelqu'un, oui, et je l'accepte aujourd'hui parce que Dieu a répondu par ma voix. Je vais parler aujourd'hui des enfants, de certains enfants. C'est une histoire qui s'est passée dans mon quartier avec un de mes frères également. Si je peux dire mon frère, c'est plutôt un oncle, vu que je suis née dans la même tranche avec eux. C'est mon oncle, mais on a le même âge presque. Alors, je vais vous raconter. Ce qui s'est passé en fait, c'est que dans les années 2000, on avait un monsieur qui venait à la maison. On est une famille très accueillante avec les étrangers. Il venait tout le temps nous servir à manger. Avant de partir, nous raconter une petite histoire avec une morale derrière. Mais sauf que cette fois-là, c'était une histoire qui parlait de quelqu'un qui est devenu riche par des incantations. Mais sauf que ce que mon très cher oncle a omis de se mettre dans la tête, c'était que lorsque le monsieur a parlé, il avait parlé de un personnage qui était initié. Je ne vais pas entrer dans les détails. Qui était initié à certains rites et tout ça. C'est cette personne-là qui a pu faire ça et qui est devenue riche par la suite. Mon oncle s'est dit, ah mais moi j'ai envie de faire ça et tout. Moi je suis quand même un de machin et tout. C'est-à-dire rien ne peut m'arriver. Donc je ne m'inquiète même pas, je suis quelqu'un quand même. Il a appelé ses amis. Ils sont allés voir le monsieur, ils ont demandé au monsieur que, bon, excusez-moi, je me mélange souvent parfois entre ma langue et tout, parce que c'était en langue en fait qu'ils échangeaient. Donc, il faut que tu nous dises, donne-nous qu'est-ce qu'il faut faire. Le monsieur leur dit, c'était une histoire que je vous ai racontée pour que vous ayez le mindset qu'au cas où vous ne devriez pas le faire. Peut-être il a réussi parce que c'était un initié, peut-être et peut-être pas. Voilà ce que le monsieur leur a répondu. Mon grand frère, c'est les petits enfants qui braquaient un peu dehors ici et tout ça. Voyez un peu les cailloux de là, non? Que dès que tu sors ton petit truc, il vient et te met la machette au cou, il peut prendre vite fait. Donc le monsieur a dit, ok, il n'y a pas de souci. Il leur a dit, voilà ce qu'il faut faire, vous faites comme ça, je ne vais pas vous expliquer. Et il faut tel produit médical. Ce produit médical, c'est un produit qui est très, très, très demandé et très cher. On ne le trouve pas n'importe où. Je ne vais pas vous donner le nom parce que ce n'est pas le but. Alors, mes oncles et ses amis sont allés. Ils ont loué un appartement. Ils ont rhabillé l'appartement tel que le monsieur a demandé. Et ils se sont assis. Il y avait 2 règles. Ne pas se retourner et ne pas avoir peur. Et ils devaient faire ça pendant 7 jours. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire les premiers jours. Le deuxième jour, comment je peux dire ça? Tu sais, quand quelque chose est pesant, quand quelque chose est... Il y a des personnes qui ont cette faculté-là de sentir les choses. Que c'est bizarre, il y a quelque chose qui m'oppresse en fait. Donc, mon oncle a décidé que, bon, moi je ne suis plus de la partie parce que le genre que j'ai, mon cœur est bizarre, je ne me sens pas à l'aise, je me sens étouffée. Donc mon oncle a pris ses pieds, il a décidé de partir avec certains des amis aussi. D'autres ont décidé, comme bon, tu n'es rien, tu fais le dur, nous on va continuer. Voilà, donc ils ont continué le rituel. La 4e fois qu'ils ont lancé le truc, voilà que un gros, ouais, vous connaissez la grenouille, non? Mais la grenouille, disons, 1000 fois plus grosse que ce qu'on voit d'habitude, apparaît et se met à faire des bruits. Il saute. Il était question ici de ne pas regarder, mais ses amis
avec la peur, d'autres se sont retournés. Ils ont complètement, c'est comme si ils se sont évanouis de la surface de la terre. Ils ont disparu. Pour celui qui est resté, il ne s'est pas retourné. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir fait tous les sauts qu'il a fait, il est venu se placer devant lui et a ouvert la bouche. Maintenant, le truc, c'est quoi? Quand il a ouvert la bouche, son ami a eu une peur bleue. Une peur bleue qu'il a commencé. Ce que vous entendez là, je vous traduis, ça veut dire que, mais il a écarté sa bouche, il ne va pas me trouver ici. Moi, je pars. Cette parole-là, pour ceux qui ont déjà, je ne sais pas si quelqu'un dans le live a déjà eu la chance, parce qu'il se baladait trop. Il se baladait dans le marché qu'on appelait avant, à côté de la brasserie, le marché abattoir. C'est là-bas qu'il faisait ses tours en parlant. C'est là-bas qu'il faisait ses tours. Il est devenu fou en fait. Mais lorsqu'il vous raconte l'histoire, vous pensez qu'il n'est pas fou, alors qu'il est fou. Il recommence le même geste, la même histoire tout le temps, jusqu'il est fou. Moi, je ne suis plus au Cameroun, du coup, je ne sais pas s'il existe toujours ou s'il est mort, je n'en sais rien. Moi, aujourd'hui, je vais parler de mon histoire à moi-même et pour tirer des leçons à des femmes, des garçons, tout et tout. C'est pas tout le monde qu'on aide et puis c'est pas tout le monde qui est nos amis, au fait. Moi, j'ai déménagé, j'étais dans une autre ville, j'ai déménagé et allé dans l'autre ville. Alors, j'ai trouvé un monsieur qui est avec ses enfants et puis il n'y a pas l'air mère, au fait. Il dit, j'étais en train de parler avec un connaissant que je connais, puis le monsieur était là. Puis du coup, il trouvait ce que je parlais, c'était intéressant. Il dit, j'aimerais changer le numéro avec toi. Et puis, je vois que tu habites proche de chez moi, si on peut échanger. Il dit, il n'y a pas de problème. Alors, c'était comme ça. Il dit, s'il te plaît, si tu prépares des bonnes choses africaines, n'hésitez pas de m'inviter. J'aimerais manger des bouffes africaines. J'ai dit, OK. Alors, j'ai préparé et puis moi, j'ai trouvé comme un père normal. C'est normal de s'entraider, au fait. Alors, j'ai préparé, j'ai appelé ce monsieur. Il est venu manger et puis j'ai servi pour ses enfants pour qu'ils ramènent tout et tout. C'était comme ça au quotidien. J'ai dit, mais pourquoi de cuisiner pour apporter tout ça? Pourquoi pas je pars chez eux? Il y a des grandes filles, c'est même pas des enfants, mais tellement qu'ils sont occupés dans l'étude, tout ça, il n'y a pas des fois le temps pour cuisiner. Je suis partie, j'ai pris une journée, aller cuisiner, nettoyer là-bas chez eux. Les enfants étaient très contents. Il y a des enfants de mon âge aussi. Il y a un parmi eux qui a même âge que moi. Alors, un jour, le monsieur commence à s'intéresser à moi. Il parlait pas comme un fils et fille, quoi. Il veut autre chose. Donc, moi, je l'ai dit, écoute, quand j'ai changé avec toi, c'était pas pour un rapport ou bien pas pour quelque chose. C'est juste, on s'entraide, mais pas au-dessus de là. Donc, le monsieur, il avance, il fait toujours des pas, il vient, il m'appelle pas, il vient chez moi. J'ai trouvé comme un genre, c'est un peu abusé. Je commence à mettre des limites. J'ai dit, bon, dans ces cas, si tu veux venir chez moi, des fois, s'il m'appelle, je dis, je suis pas chez moi, mais ils savent que je suis chez moi, il va venir quand même. Alors, un jour, il m'a demandé qu'il veut de moi, il veut coucher avec moi. J'ai dit, mais là, c'est bizarre, tu n'as même pas l'âge de mon père, pourquoi tu vas me prononcer ce genre de mots? Tu vois pas tes enfants qui sont grands que moi? Non, je veux que tu fasses enfant avec moi. J'aimerais que tu fais Tu vois, il commence à faire la jalousie que tu sors avec des jeunes garçons. Normalement, tu dois sortir avec des personnes qui sont âgées pour qu'ils puissent te garder. J'ai dit ça, c'est pas mon zoyon, au fait. J'ai pas besoin de discuter cela avec toi. Alors, un jour, j'ai dormi dans la nuit, j'ai fait des rêves, pas possible. Ce monsieur est venu pour coucher avec moi. Et dans les rêves, j'ai senti qu'il était là et il dit, il veut coucher avec moi en réalité. J'ai dit, non, tu peux pas coucher avec moi dans les rêves. J'ai dit, tu peux pas coucher avec moi. Il insiste et dans mes sommeils, je me suis levée dans mes sommeils, je l'ai claqué dans les mains droites.
Et la main droite qui était longue s'était rétrécie jusqu'au niveau de son gond. Alors, c'était vraiment des rêves bizarres. Quand je me suis sursautée, je voyais que c'était dans les rêves. Et le matin, à 6 heures du matin, le monsieur m'a appelé. Il m'a appelé, il dit, dès que j'ai décroché le téléphone, allô, bonjour, et il me pose des questions, est-ce que ça va? Je dis oui, ça va. Il a raccroché le téléphone. Il n'a plus parlé avec moi pendant, je pense, 4 mois à 5 mois. Après, je l'ai bloqué quand je sais comme ça, j'ai bloqué ce monsieur et après, il n'a plus mes contacts. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le téléphone de sa fille, il m'a appelé pour savoir si je vais bien. Ça tombe au jour que je me sentais pas bien. Alors, je lui ai dit oui, je vais bien, mais je me sens pas bien. Il dit, ah, tout de suite, je vais venir te voir. Quand il est arrivé, il dit, tu n'es pas encore mourir. J'ai dit, mais pourquoi tu me dis je dois mourir? C'est toi, au contraire, si tu comptes pour que je meure avant toi, c'est toi qui vas mourir tout de suite, même avant moi. Pourquoi tu vas me souhaiter la mort? Il dit, non, je fais seulement le blague. J'ai dit, moi aussi, j'ai fait des blagues. Alors, il est parti. Après, je vois une semaine plus tard, il vient en pleurant. Il vient s'agenouiller devant moi pour me demander pardon. Que je te demande pardon. Tes ancêtres veillent sur toi. Il me raconte plein de choses, des bêtises que je comprends. Il m'a dit, mais pourquoi une grande personne pareille va venir se mettre en genoux devant moi pour me demander pardon? Il dit, oui, j'ai compris, peut-être il a eu chaud et il vient pour demander, c'est parce que c'est lui-même qui sait ce qu'il est arrivé pour qu'il vienne demander pardon. Moi, je ne sais pas. Alors, je dis, je te pardonne. Je te pardonne. Il s'est levé, il commence à parler, il dit vraiment, chez toi, il faut mettre les sels chez toi, fais ceci, nanani, nanana. Je dis, il n'y a pas de souci. Puis il m'a demandé s'il y a à manger. J'ai dit, ok, il y a la nourriture, je l'ai servi, il a mangé et puis il est parti. Je l'ai croisé sur le chemin, il me dit, tu pensais que tu es fort ou bien quoi? En tout cas, moi-même, je suis fort que ça. Moi, je pense que tu es une fille, mais tu te crois que tu es trop forte. J'ai dit non, je ne suis pas forte. C'est Dieu qui est forte. Ce n'est pas moi, au fait. Alors là, il laisse des distances. Il ne me parle pas. Donc, voilà mon histoire. Je ne sais pas c'est quoi qu'il veut faire, au fait. Que j'ai vécu. Mais ton volume est un peu bas. Hein. Oh, excusez-moi. Bonsoir tout le monde. C'est pour raconter mon histoire que j'ai vécue. Et j'ai vécu ça. Ça m'a beaucoup touchée. Au fait, depuis que je suis petite, je vois, il y a les esprits que je vois. Et même si quelqu'un me dit, bon, accompagne-moi chez les marabouts, quand j'arrive là-bas, le marabout me chasse ou le petit me chasse. À chaque fois. Parce que moi-même, ma grand-mère, elle était soignante. Donc, quand je pars, quelqu'un me dit, ok, accompagne-moi chez un marabout, on va le faire ceci. Dès qu'on arrive là-bas, je ne suis pas dedans, je suis dehors. Le marabout sort pour demander la fille qui est là-bas, là, qui l'a envoyée. Quand on dit c'est là qui l'a envoyé, ok, elle n'a qu'à partir, elle n'a qu'à partir. Je ne comprenais pas. Quand je m'en vais à l'église aussi, les hommes de Dieu me demandent, tu vois les choses? Bon, au fait, je vois, mais je ne sais pas maîtriser ça. Et moi, je dis, ça ne m'intéresse pas. Je me dis que peut-être ce sont les rêves et c'est les choses qui viennent comme ça. Donc, quand j'étais à Abidjan, j'aimais beaucoup me balader dans les bars. Je me baladais et je croisais beaucoup de jeunes qui étaient brutaux. Et après, quand je suis venue à Dubaï, il y a un que j'ai croisé. J'ai recontacté sur Facebook, on a commencé à causer, lui il était au Maroc. Un matin, je suis là, je lui dis, ah Coco, je suis à Dubaï ici, c'est chaud, hein. Donc on m'a parlé, envoie-moi un 200 000 là. Je commence à rire. Une pauvrate comme toi là, je t'envoie 200 000 pour faire quoi? Faire te rendre riche. Bon, au début, j'ai vu que c'était la blague. J'ai dit, envoie-moi les 200 000, j'en ai besoin. Que c'est vraiment dur. Si j'ai travaillé pour une femme là, pendant 1 an, je n'ai pas reçu le salaire, c'est dur. Pardon, aide-moi, Coco, je suis vraiment coincé. Quand je lui ai dit ça, le lendemain matin, quand je me réveille, on m'ajoute dans un groupe WhatsApp. C'est pour cela que je n'aime plus les groupes WhatsApp. Et ceux qui ajoutent les gens dans le groupe WhatsApp, là, faites attention. Je vois l'argent ou la mort. Merde. J'ai dit, ça c'est quel groupe ça?
Je regarde la personne qui m'a ajouté, c'est mon ami. Je rentre en inbox avec lui, je lui demande, mais Coco, c'est comment? C'est quel groupe ça? Il dit, oh, tu n'as pas dit que tu veux l'argent. Moi, je vais te rendre riche. À moins de 3 semaines, 1 mois, tu deviens riche. Il a dit, arrête-moi les bêtises, il pense que tu blagues. Le matin, à chaque fois, quand je suis couché comme ça, je vois un message. Quand j'ouvre, c'est les paquets d'argent, il fait les vidéos, les rituels, les femmes. Les femmes même d'Abidjan qui roulent dans les grosses voitures. Ils m'envoient les vidéos. Merde, ils sont dans le groupe là. Présentement, je suis là. Je n'ai pas l'argent. Même 5 francs. L'argent même de payer ma maison, mais je n'ai pas. Il me dit, toi-même là, tu ne veux pas être riche, je ne comprends pas. Je dis oui. On te met dedans, on te rend riche. Je dis non. Je ne suis pas dedans. Il dit, ok, il y a quelqu'un qui va t'appeler. Si la personne t'appelle là, tu causes avec lui et le reste, il va me dire. Ha. Je pensais qu'au fait, il blaguait. Dès que j'ai fini avec lui sur WhatsApp, il y a un numéro fixe qui m'appelle. Bonsoir, c'est vous, tant. Il dit oui. Tu es l'ami de telle personne. Il dit oui. Ok. C'est qui t'a parlé? Tu es d'accord? Si tu es d'accord, dans 2 semaines, tu réfléchis, on t'envoie $1 million. J'ai eu la chair de poule. J'ai coupé le téléphone. Le numéro m'a rappelé encore. On me donne $1 million, sachant que moi, je n'ai même pas 5 francs pour manger. Je suis là, je me balade comme ça, je n'ai pas le travail, je n'ai rien. Ma tête commence à chauffer. Le monsieur me rappelle encore, il me dit, mais pourquoi vous coupez? Il dit, attends, cette histoire-là, c'est sérieux ou bien c'est la blague? Il me dit, non. Tu es à Dubaï, non? Je lui dis, oui. Je connais là où tu es. Si tu es d'accord, on te donne 2 semaines. Réfléchis. Et dès que le monsieur coupe, mon ami m'écrit, me dit, envoie-moi ton nom de famille. Comme je n'aime pas même mon nom de famille sur Facebook, même sur TikTok, partout, je ne mets pas mon nom de famille dessus. Il me dit, envoie-moi ton nom de famille. Il dit, mon nom de famille. Attends, tu es au sérieux que tu veux me mettre dans quoi là? Il dit, le monsieur t'a dit 2 semaines, réfléchis, on te laisse 2 semaines de réfléchir. Pendant ce temps, sur le groupe là, le gars versait de l'argent. C'est les zéros, je vais voir. C'est les CFA, je vais voir. Ça me tentait. Dans la maison, je ne parlais à personne. Bon, tu sais, ici, c'est les best places. Donc, je vivais, mon grand frère était là. Il me demande, mais tu as quoi? Je ne parle pas. Même me laver, je ne me lavais pas, je ne mangeais plus, je ne parlais plus à quelqu'un. Parce que quand tu viens en aventure, c'est dur pour toi. Tu n'as pas l'argent, puis on te propose pas $5 000. On te propose qu'elle soit $1 million. Tu vois comment tu vas devenir milliardaire, puis on te montre la vie des filles qui sont dedans. Donc imagine un peu. Même me laver, je ne me lavais plus. Même manger, je ne mangeais pas. Dormir, sommeil, ça ne vient pas. Il reste 3 jours, les 2 semaines vont arriver. Mon grand frère m'appelle pour me dire. J'ai dit, tu as quoi? Je suis là, ma tête chaude. Quelqu'un me dit accepte. Quelqu'un me dit n'accepte pas. Quelqu'un dit refuse. Quelqu'un me dit il faut accepter. Hey, c'est ta vie qui va changer. Ça va faire quoi? Soit on te donne l'argent là. Quand mon grand frère m'a pris de côté, il m'a demandé mais il y a quoi? Il n'a même pas fini de dire à quoi, il commence à pleurer. Il me dit, il y a quel problème? Je lui explique, je lui montre les vidéos, je lui montre la photo, je lui montre tout. Il me dit, regarde, réveille-toi. Il a pris l'eau, il a versé sur mon l'eau glacée, il a versé sur moi, il dit, réveille-toi. Tu as 2 enfants, non? Tes 2 enfants là, le premier là, c'est ça qu'ils vont prendre. Et le deuxième là, quand ils vont prendre là, peut-être mais c'est ta maman, ils vont demander. Si on demande quelqu'un, il ne faut pas me mettre dedans. C'est là que mes esprits me reviennent. Quand mon frère finit de me parler, le monsieur me rappelle pour me dire celui qui t'a parlé, il ne faut pas le couper. Il ne veut pas ton bonheur. Comment il a su que quelqu'un a parlé avec moi? Et cette histoire devient sérieuse. Je dormais, parce qu'il restait 2 jours, je dormais dans mon rêve que les gens m'entouraient. Et tout le monde était en rouge-noir, comme eux, ils étaient en rouge-noir. Et un signal de S sur le front. Et on me dit, couche-toi ici. Et prends
les papiers qui sont là. Quand ils ont dit ça, là, il a dit, je ne me couche pas. Hein. Je ne me couche pas. Le premier qui était devant moi, là, le couteau qui était dans sa main, j'ai pris et puis je l'ai poignardé. Et j'ai sursauté. Quand je me suis réveillée, c'est pas si je peux vous envoyer une photo. Hein. Quand je me suis réveillée, j'ai vu moi-même ma main était déchirée en réalité. Quand je me suis réveillée, j'ai vu moi-même ma main qui était déchirée en réalité. Et je me réveille vraiment. Je regarde, tu vois les petits couteaux de table là. C'était dans ma main et ma main était blessée. J'ai commencé à crier. Mon frère est descendu, il me demande, mais il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, regarde ma main, c'est pas qui m'a donné le couteau là. Et immédiatement, j'ai bloqué mon ami. Quand je l'ai bloqué, j'ai appelé une femme prophétesse qui me suit à Abidjan. Une maman là, je l'ai expliqué. Elle me dit, ton nom de famille, il cherchait, d'abord, mais il devait te mettre dedans, sans que tu t'en rends compte. Mais comme il ne voit pas ton âme, il ne voit pas ton nom de famille, il n'a aucun contact directement avec toi. Donc c'est pour cela qu'il est venu en rêve, venir vraiment te prendre pour main dedans. Le même jour, le juge est arrivé. Mon ami là m'appelle pour me dire, go maudite là, maudite, pour aller faire ta sorcellerie ailleurs. C'est pas avec nous. Tu as eu la chance que je cherchais ton nom, je n'ai pas trouvé. Je cherchais ton esprit, je n'ai pas trouvé. Sinon là, il y a tes mains dedans, tu veux pas. Là, quand tu as ta rendre compte, tu étais dedans. Ce que la prophétesse m'a dit, ce qu'il m'a dit en réalité. Ce que la prophétesse m'a dit, ce qu'il m'a dit en réalité. Au téléphone, il me dit, tu as eu la chance que je cherchais ton nom, je cherchais ton nom de famille. Je voulais te mettre dedans sans que tu t'en rends compte. Mais je n'arrivais pas à te voir. Je suis restée. J'ai commencé à prier. Dieu dit, Seigneur, si tu dois m'utiliser, utilise-moi. Si je dois devenir ma petite chose, que je deviens. Parce que là, je ne comprends pas. C'est quelle histoire qu'on veut me mettre dans la sorcellerie vis-à-vis sans que je m'en rende compte. Vis-à-vis. Donc, c'est un peu mon histoire. C'est pour dire à tout le monde que ce n'est pas tous les groupes WhatsApp que vous devez accepter. Et ce n'est pas tout le monde que vous devez donner votre nom. Sur Facebook, si même partout, c'est pas tout le nom, c'est pas votre nom que vous devez mettre ça sur votre nom de famille que vous devez mettre. Oui, du coup, c'est une histoire que j'ai vécue. Ça me concerne moi et deux copines, c'est deux cousines en fait. Ça s'est passé ici en France. Donc, j'étais chez une amie et c'était le soir de son mariage religieux. Et ce jour-là, en fait, on était en train d'écouter de la musique, on dansait, tout ça. Et sa mère a appelé à un moment, après qu'on ait attaché le mariage, enfin, qu'on ait fait le mariage religieux, pour dire en fait à la fille qu'on doit couvrir nos cheveux, qu'on doit couvrir nos cheveux et tout. Et du coup, la fille nous a dit que c'est ce que sa mère avait dit, mais nous, on n'a pas trop calculé, tu vois, on était à fond dans la danse et tout, on était en train de s'amuser, on était à 3. Après, à un moment, la fille qui s'est mariée a commencé à être fatiguée, à dire qu'elle a la tête qui tourne, qu'elle a très très mal à la tête. Et quelques minutes plus tard, on lui a d'abord donné du Doliprane, mais elle a quand même perdu connaissance. Elle a perdu connaissance avec sa cousine. On a appelé les ambulances. Les ambulances sont venues la chercher, mais sa cousine est partie avec elle. Et du coup, moi, je suis restée chez eux toute seule. Quand je suis restée chez eux, j'étais dehors en fait avec eux, avec les ambulanciers. Dès qu'ils sont partis, moi, je suis remontée. J'ai fermé la porte et dès que je suis allée m'asseoir dans son lit, j'ai eu une sensation comme si j'étais en train de mourir en fait. Genre comme si comme si l'esprit de la mort était là et que mon âme était en train de vouloir sortir par ma bouche. Et puis moi j'ai commencé à paniquer. Il se faisait un peu tard, il se faisait dans les trucs de 23h. J'ai commencé à paniquer et tout, j'ai appelé mon grand frère. Mon grand frère a répondu. Quand j'étais avec mon grand frère au téléphone, le truc s'arrêtait. Genre le truc qui me prenait, ça ne me faisait plus. Et j'ai expliqué ça à mon grand frère, j'étais en pleurs. J'ai dit à mon grand frère de ne pas raccrocher parce que quand je suis toute seule, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui veut s'accaparer de mon corps ou
comme si mon âme veut sortir par ma bouche. Mon frère me dit, fais d'abord les ablutions et tout, et tu prends le Coran. Tu commences à lire, tu lis le Coran. J'ai fait les ablutions, il était au téléphone, j'ai pris le Coran. Quand je commence à lire le Coran, ça se stoppe. En fait, après, mon grand frère, il a raccroché. Hein. Quand j'ai le Coran ouvert et que je lis, ça se stoppe. Après, quand le sommeil commence à me prendre et que je commence à somnoler, le truc revient. Ça revient, mais vraiment fort. On dirait que quelqu'un me bouchait le nez et comme s'il y avait vraiment un truc, comme si vraiment mon âme voulait sortir. Bon, après, je connais pas la sensation de l'âme qui sort, mais c'est ce que moi je ressentais, comme si j'allais mourir et tout. Ça m'a fait ça pendant un long moment jusqu'à ce que je ne supportais plus. Je restais éveillée, mais j'ai appelé mon père. Pour finir, j'ai appelé mon père. C'est mon père qui a pris le relais. Mon père a commencé à lire le Coran, tout ça, avec moi. Et on est resté comme ça jusqu'au matin. Et le matin, je suis rentrée chez moi. J'ai fermé sa porte, je suis rentrée chez moi. Et après ça... c'est tout, quoi. Je n'ai pas du tout eu d'explication à ça. Je vais raconter une histoire de mon enfance parce que j'ai grandi à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et quand j'étais enfant, mes parents, ils se sont mariés avant que je naisse. Ils vivaient dans une maison qu'ils avaient louée après leur mariage. Mais j'ai un grand-père, donc l'oncle de ma mère qui vivait en Belgique, qui leur a dit, vu que je suis pas souvent là, est-ce que vous pouvez venir habiter dans ma maison de Kinshasa, le temps que vous construisez votre maison. Et donc, quand j'étais enfant, on est parti vivre dans cette grande maison-là. C'était en étage. Le dessus n'était pas habité puisque c'était réservé à ses retours quand il venait à Kinshasa et nous, on habitait juste en bas. Alors, tout se passait bien. On n'était vraiment pas une famille très pratiquante, très chrétienne, mais on croyait à Dieu. On partait pas à l'église du tout. Mais quelques temps après, on a commencé à aller à l'église et on a commencé à remarquer des manifestations dans cette maison. C'est-à-dire, on voyait des meubles bouger, des statues qui tombaient de soi-même, des carreaux qui respiraient. Et il faut savoir que mon grand-père a travaillé pendant longtemps sous le gouvernement de Mobutu et donc il avait certaines protections mystiques qui étaient traditionnelles. Et donc, ça s'est fait qu'à l'issue du fait qu'on partait à l'église, on a commencé à remarquer des manifestations dans la maison, des meubles qui bougeaient, des carreaux qui respiraient. Et pendant que la partie du dessus de la maison n'était pas habitée, il y avait des robinets qui s'ouvraient. Et chaque 3 mois, les robinets s'ouvraient, on avait la maison qui était inondée alors qu'au-dessus, personne n'habitait. On était tout le temps obligé de fermer les robinets du dessus. Alors les carreaux respiraient, c'est-à-dire qu'ils gonflaient. Ils gonflaient comme s'il y avait quelqu'un, il y avait une force en dessous qui les soulevait du bas. Ça respirait. Et là, on a fait 12 ans dans cette maison. Il y avait des portes qui bougeaient. On savait pas pourquoi les portes bougeaient. On retrouvait des oiseaux morts le matin devant le portail. C'est en partant à l'église qu'on a commencé à comprendre que c'était vraiment un problème spirituel. Et quand on a décidé de déménager, c'est parce que ma sœur, elle commençait à rêver d'un homme qui venait pour avoir des relations sexuelles avec qui rêvait d'avoir des relations sexuelles avec elle. Et c'est comme ça qu'on est allé on est allé voir un prêtre exorciste très connu à Kinshasa pour venir prier pour nous. C'est là qu'on est parti le matin à 8h après la messe de 6h pour ceux qui savent. Et il nous a dit, vous devez quitter de cette maison aujourd'hui. Parce que les esprits, ils sont au courant. Ils sont au courant que vous voulez faire quelque chose. C'est comme ça qu'on est rentré à la maison et nos parents nous ont dit, prenez tout ce que vous avez à prendre en moins de 24 heures. On va l'habiter dans notre chantier, dans la maison qui n'était pas encore finie, tout ça. Et c'est là qu'on a commencé à tout prendre, tout ce qui était important. On a dit, tout ce qui va rester là, on part pas avec. Sinon, vous allez mourir. Ça, c'est ce que l'exorciste avait dit. Donc, on a pris tout ce qu'il y avait à prendre en à peu près de 10h à 23h. On a déménagé l'essentiel. Le reste est resté dans cette maison. C'est là, quelques temps après, on a une cousine qui avait également des problèmes de logement. Et ce grand-père-là lui a dit, vas-y, viens vivre dans notre maison, dans notre ancienne maison. Ah,
Ma mère voulait aller informer à cette cousine, parce que nous, on avait vécu dans cette maison-là tout ce qui était les carreaux qui vibraient, de l'eau, des robinets qui s'ouvraient de soi-même à partir d'une maison où les gens n'habitaient pas au-dessus. Mon père lui a dit non, mais tu vas créer des problèmes dans la famille, tout ça, tout ça. Et c'est comme ça que ma cousine en question est allée vivre là-bas. Ma mère, ça la tenait à cœur. 2 ans après, elle est allée rencontrer cette cousine. Elle lui a dit, moi, j'ai vécu dans cette maison, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. On l'a vu, elle faisait déjà ses bagages pour déménager. On lui a dit, mais tu déménages, pourquoi? Elle a dit, je suis mariée, j'ai eu un enfant avec mon mari et depuis que je suis dans cette maison, j'ai déjà fait 3 fausses couches. Et c'est comme ça qu'elle a déménagé aussi de cette maison. Et jusqu'à présent, cette maison, elle est restée bloquée, elle est restée scellée. Plus personne n'habite dans cette maison-là parce que y a des manifestations bizarres. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, qu'on a déménagé, pratiquement nous tous, on a voyagé, on a quitté le pays. Mais toutes les fois qu'on fait un rêve où on a un blocage dans notre vie, on se voit dans cette maison-là. C'est-à-dire que cette maison-là, en fait, est synonyme pour nous de blocage de plusieurs choses. Et c'est comme ça que cette maison aujourd'hui est scellée. Mon grand-père, il est mort. Même ses enfants ne veulent plus récupérer la maison là en héritage. Donc, comme on est là, on ne sait pas qui va venir voler la maison là, le terrain là, pour venir encore construire. S'il veut, il vole. Mais la famille ne veut pas de la maison là. Nous tous, on a fui de là. Mais jusqu'à présent, quand on dort, on fait des rêves, ou on rêve qu'on a des blocages dans notre vie académique, professionnelle ou relationnelle, on se voit dans la maison là. Donc, c'était vraiment un combat toute notre enfance. Le prêtre dit toujours à ma mère, faut être content parce que t'as pas eu un enfant qui est mort ou un enfant qui a été handicapé ou on les a pas dérangés dans leurs études. Mais jusqu'à présent, quand on a des blocages dans la vie, on se voit enfermé dans la maison là. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un combat qui continue aujourd'hui, peut-être 18 ans après ou 20 ans après qu'on est entré dans cette maison là. On combat toujours à cause du fait qu'on a vécu là-bas pendant 12 ans. Et qui a les documents de la maison là? Moi, ça m'intéresse. Hein. Ah, mais c'est sur ces enfants, certainement c'est dans ces maisons, mais ces enfants même qui venaient en vacances là-bas ne voulaient pas dormir là-bas. On voyait seulement la nuit. Ah, ils courent, ils fuient. C'est dans quelle ville ça? C'est dans quel pays? À Kinshasa, en République démocratique du bon. Congo. Je vais partir là-bas, moi. C'est vraiment une maison gratuite comme ça. Et ça, je vais même après parler dans le groupe sur les gâteaux d'anniversaire qu'ils font avec les photos là. Voilà. Ah, tu es quelqu'un une fois. Yeah. Donc, raconte de cela, tu peux raconter le groupe ou pas? Raconte de cela. Toi aussi. Bon, l'histoire-ci de gâteau, c'est des parents qui ont fêté l'anniversaire de leurs enfants de 2 ans. Et dans cet anniversaire-là, ça, ils ont invité leurs amis, un peu les proches et tout. Ils ont fait un gâteau d'anniversaire. Et sur le gâteau d'anniversaire, il y avait la photo de l'enfant en question. De 2 ans, c'est une fille de 2 ans. Et ils ont ouvert le champagne, il y avait du vin, il y avait la fête. Parce que déjà, c'était l'enfant unique qu'ils avaient. Après, je crois, 12 ans de concubinage, ils n'avaient pas eu d'enfant. Donc, c'était le seul qu'ils avaient fini par avoir. Et par voie mystique en plus. Donc, ils ont décidé de fêter les 2 ans là pour oublier les douleurs et mettre la joie. Ils ont fait la coupe de gâteau, ils ont partagé les gâteaux à tout le monde a mangé. Alors que ils ont invité l'une de leurs tantes, la tante de la femme, quoi, qui est une sorcière. Ils ont mangé le gâteau et tout. Et 1 mois après l'anniversaire, l'enfant est tombé sérieusement malade. L'enfant dépérissait. Dépérissait comme ça. Tu vas voir que c'est quelque chose qui suit son sang. Suit le sang de l'enfant comme ça. Donc, l'enfant est tombé malade, alors que ces 2 couples en question, c'est même pas des chrétiens, c'est des personnes qui sont beaucoup noyées dans des trucs de fétiche là, tout ce qui est protection, machin. Ben, cette fois-ci, ils ont pas fait gaffe. Donc, quand l'enfant a commencé par tomber malade, ils ont amené l'enfant à l'hôpital. Quand l'enfant quitte l'hôpital pour la maison, le même problème recommence. Quand l'enfant quitte l'hôpital pour la maison, le même problème recommence. Donc, ils sont allés vérifier. On les a dit que c'est la sorcellerie qui a attaché l'enfant. Ils ont cherché à savoir la sorcellerie, ça vient d'où. Celui qui les a fait la consultation a expliqué à la femme clairement qu'elle a une tante. Ils avaient organisé un événement et qu'ils avaient une tante. C'est eux-mêmes qui ont donné l'enfant, quoi. C'est pas que la tante s'est levée et est venue prendre l'enfant. Ils ont eux-mêmes sacrifié l'enfant.
Déjà, ça mettait le doute parce que qui a sacrifié l'enfant? Les deux, ils font les mêmes choses. C'est pas que la femme fait quelque chose que le mari ne sait pas. Ce n'est pas que le mari fait quelque chose que la femme ne sait pas. Donc, c'est là, on les a expliqué que c'est lors de l'événement, une fête, ils ont fait une fête et que c'est lors de cette fête-là qu'ils ont pris l'âme de l'enfant. Ils ont cherché, on les a dit que c'était la tante, c'est-à-dire la tante de sa femme. Et effectivement, ils sont allés voir la tante directement. Parce que les personnes qui mangent un peu les médicaments, là, ils ont le courage, ils ont le gros cœur comme ça. Ils sont allés voir la tante, ils ont dit directement à la tante, ah, pourquoi tu es en train de boire le sang de l'enfant? La tante a dit qu'elle n'a rien demandé. Quand ils l'ont invité pour venir fêter l'anniversaire, c'est pas eux-mêmes qui ont donné l'enfant. Chacun a partagé pour manger. Et elle a mangé sa part. C'est là qu'ils ont remarqué que c'est la photo de l'enfant qu'ils ont mis sur le gâteau qui était le mal qu'ils ont fait. Ils ont tout fait, mais l'enfant est décédé finalement. Donc, afin de mettre photo sur le gâteau là, je crois qu'il faut éviter ça. C'est très dangereux. Même préciser le nom de la personne sur le gâteau ou bien préciser son âge sur le gâteau. C'est pour ça que vous allez remarquer depuis ces 3 dernières années, après des anniversaires, les gens se décèdent. Juste parce qu'ils ont mis leur nom sur le gâteau, les gens sont mangés. Ceux qui viennent manger les gâteaux, la plupart du temps, beaucoup de personnes sont initiées dans beaucoup de choses. Hein. C'est un peu comme ok, mangeant tel enfant aujourd'hui, il met son nom dans le gâteau, on mange. Voilà. Chacun mange une partie, c'est comme ça tout le monde. Hein. Parfois même ça éteint l'étoile de la personne. Parce que quand tu mets ton nom sur le gâteau, les gens se mangent. Quand la personne est dans un cercle, il faut savoir que c'est ton succès, tu lui as donné, comme ça il a mangé. Spirituellement, c'est très, très, très dangereux. Entre la femme qui a pris son placenta pour aller faire un savon de chance et entre celui qui allait prendre un fétiche pour devenir riche, qu'est-ce qui t'intéresse? Les deux. D'accord. Je vais te raconter l'histoire d'une femme. Elle vivait avec un homme qui avait l'argent. En disant, elle était fiancée avec un homme qui avait l'argent, mais l'homme ne lui donnait rien. Genre, l'homme n'aimait pas dépenser de l'argent sur elle. Donc, du coup, elle a décidé de se venger, mais pas en quittant le monsieur. Hein. Elle voulait devenir riche. Donc, elle était allée voir un certain féticheur qui lui a dit qu'on allait lui faire un savon de chance qui allait faire qu'elle allait devenir plus riche que son mari. D'accord. Elle a demandé au féticheur qu'est-ce qu'il fallait pour que le savon soit fait. Le féticheur lui a dit qu'elle va faire tout possible pour tomber enceinte du monsieur et que quand elle va accoucher, c'est le placenta. Au lieu d'enterrer là, c'est ça qu'ils vont prendre pour aller faire le savon. Mais l'objectif en réalité, c'est pas que l'enfant va naître et vivre. Hein. C'est-à-dire, quand l'enfant va atteindre les 7 mois, 8 mois, elle va essayer d'avorter de force pour faire une fausse couche. Donc, elle est partie dans le deal comme ça avec le monsieur. Finalement, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Le monsieur a pris le placenta pour lui préparer le savon. Elle a commencé par laver le savon. Quelques temps après, effectivement, les choses ont démarré. Elle avait déjà rencontré un amant. Cet amant était prêt à tout pour elle. Elle a acheté une voiture, elle a acheté un terrain, elle a ouvert un magasin et les affaires ont commencé. Donc, son mari ne se doutait de rien parce que son mari lui a toujours dit que son argent, c'est pas l'argent de ça, c'est pas son argent à elle, quoi. Donc, si elle veut de l'argent, qu'elle fasse aussi des efforts pour avoir l'argent. Donc, c'est ça qui l'énervait. Les choses ont commencé par aller. Pendant ce temps, parce que, selon l'histoire, elle avait déjà un garçon. Donc, quand elle a commencé par gagner de l'argent sérieusement, le garçon tombait régulièrement malade jusqu'à ce que l'enfant soit paralysé. Déjà, ça avait commencé par l'anémie. Problème de sang, tout le temps, l'enfant était sous perfusion sanguine. Donc, arrivé à un moment, l'enfant était paralysé, l'enfant ne pouvait plus se lever. Ils avaient envoyé l'enfant en premier temps à l'église pour prier dans tous les sens, sans résultat. Donc, déjà, ils ont envoyé l'enfant de l'hôpital parce que les médecins ont dit que ce n'était plus de leur ressort.
Quand ils ont quitté l'hôpital, c'est là ils sont rentrés dans l'église. Ils ont prié, ça n'a rien donné. Donc, il y Je m'excuse, a... hein, j'ai pas compris la partie là, mais on peut faire un genre là. C'est de quel enfant que tu parles? Elle a eu un enfant récemment, mais c'est comment? Elle avait un enfant, c'est-à-dire, avant qu'elle aille faire le savon, là, elle avait déjà un garçon. Mais apparemment, le garçon, c'est pas l'enfant du monsieur. Elle avait un enfant avant de connaître le monsieur. Donc, avec le monsieur, ils n'avaient pas d'enfant. Donc, le féticheur lui avait dit que pour que le savon marche, il fallait qu'elle tombe enceinte du monsieur et que après, c'est le placenta qu'ils vont prendre pour faire le savon. Donc, le monsieur a oublié de lui dire, bon, du moins, le monsieur l'a caché de lui dire que elle risque de sacrifier tous les enfants qu'elle aura dans sa vie. Donc, elle a commencé par utiliser le savon, tout a pris normal, tout allait bien, quand jusqu'à l'enfant est tombé malade et l'enfant s'est paralysé. Donc, ils sont allés dans tous les sens, ils n'avaient pas un résultat. Donc, il y a la maman de sa mère, c'est-à-dire sa grand-mère, qui a trouvé un peu bizarre qu'un enfant qui se porte bien, qui a déjà entre 8 ans, 9 ans, et d'un coup, subitement comme ça, ne peut plus lever la main, ne peut plus bouger. Donc, c'est comme ça, elle est allée commencer par fouiller dans les villages, les consultations pour voir qu'est-ce qui se passait. Donc, à chaque fois que la maman allait consulter, on disait à la maman que de poser la question à sa petite fille, parce qu'elle a quelque chose qu'elle cache. Quand on vient la demander, tu caches quoi? Elle dit rien. Donc, déjà, la maman avait cru que peut-être elle était allée rentrer dans un fétiche, où elle a ramené un fétiche à la maison. Donc, ils ont fouillé sa chambre, ils ont rien vu, mais ils ont vu le savon. Ils ne pouvaient pas soupçonner le savon. Parce qu'on lui a demandé le savon, c'est pourquoi. Il lui a dit que c'est un savon qu'il a acheté dans les radios. Parce qu'ici, il y a les gens qui passent à la radio pour faire la publicité des savons de chance que elle a acheté pour son boutique. Ah. L'histoire, ça persistait jusqu'à ce que ça arrive que l'enfant ne pouvait même plus parler. L'enfant regardait comme ça. L'enfant était devenu un peu bêta, quoi. C'est là, son mari, là, au fait, ça a commencé par le choquer parce que lui n'a pas d'enfant. Donc, au moins, quand il rentre à la maison, c'est l'enfant là qui lui dit bonne arrivée, papa, tout ça. Donc, il était rentré dans le manque de ça. Tu vois, en moins de quelques mois, c'était parti en fumée. Donc, il se sentait très, très dérangé. Donc, c'est un monsieur de Kétou. Kétou aussi, c'est un village où la sorcellerie, là, c'est un 5G là-bas. Ils ont les bons débits de sorcellerie chez eux. Il est rentré dans son village. Il a fait les trucs, on lui a remis un médicament qu'il devait venir verser. C'est une poudre qu'il devait venir verser à l'entrée de la chambre. Parce qu'on lui a dit au monsieur que ce qui est en train de créer le problème se trouve dans sa chambre. Parce que entre-temps aussi, lui-même, il a perdu sa société. Il y a l'impôt qui a tombé d'un coup sur lui. Il commandait des marchandises de la Chine qu'il vendait. Donc, tout a commencé par basculer au fur et à mesure que l'enfant aussi tombait malade. Parce que sans oublier que c'est son enfant qu'ils ont sacrifié, on va dire, pour faire le savon. Donc, quand lui il est venu, il n'a rien dit à sa femme. Il a versé le médicament par terre et tout. Donc, la femme, quand elle a quitté la boutique, elle est revenue à la maison le soir, là, elle ne pouvait pas rentrer dans la chambre. Quand le monsieur lui a dit, il faut rentrer, non, elle dit non, elle ne peut pas rentrer parce qu'il y a des gens là avec machettes à l'entrée de la chambre qui l'attendent. Que si elle passe là-bas, comme ça, ils vont la tuer. Ah, c'est quelle histoire ça là? Jusqu'à là, le monsieur n'avait pas encore compris que le médicament qu'il a versé à l'entrée de la porte était le problème. Donc, il a appelé sa belle-mère et tout. Ils sont venus. Et il a appelé ses parents aussi. C'est là qu'on lui a rappelé que, est-ce que toi, tu n'as pas fait quelque chose ici pour protection par hasard? Et là, le monsieur s'est rappelé, il a dit oui, que lui, le matin, quand il était rentré de son village, il avait versé un médicament à l'entrée de la porte. Parce qu'on lui a dit que ce qui était en train de le ruiner était dans la maison. Vu qu'ils avaient une domestique, ils avaient un agent d'entretien. Donc, peut-être que c'est un mauvais sort que quelqu'un a jeté, peut-être que c'est un truc qu'ils ont enterré dans la maison. Parce que lui ne reste pas trop à la maison, et voilà la femme aussi qui ne reste plus à la maison. Et c'est depuis que la femme ne reste plus à la maison que les trucs ont commencé par basculer. Donc, c'est là, ils ont dit, on va faire comment? Ils ont dit à la femme, si elle dit ce qu'elle cache, les personnes qu'elle voit là avec les machettes là vont disparaître. D'accord? Ils ont insisté, ils sont restés là. Quand on la demande de rentrer, elle dit, elle ne peut pas. Que si elle traverse l'entrée de la chambre, elle rentre là, elle va mourir. Ils ont fait
venu un autre guérisseur, mais c'est un voyant. Donc, lui, quand il est venu, il a regardé la femme, il s'est mis à rire. On lui a demandé, il a dit que cette femme-ci là a le sang sur la main, que c'est l'âme d'un garçon qui est en train de la torturer. Elle a fait quelque chose, elle a tué quelqu'un. Tu as tué quelqu'un pour faire quoi? Et c'est là, elle a ouvert la bouche pour expliquer que du fait qu'elle se faisait toujours humilier par son mari, chaque fois qu'elle demande de l'argent à son mari, quand c'est de grosses sommes, le mari refuse de la donner. Donc elle s'est vengée, elle a voulu se mettre en concurrence avec son mari pour devenir aussi riche. Qu'elle est allée voir un féticheur qui lui a dit qu'il fallait prendre le placenta pour faire un savon. Et c'est ce qu'elle a fait. Quand elle est tombée enceinte, elle a fait une fausse couche. Donc, c'est le placenta, ils ont pris, ils ont fait le savon. Depuis qu'elle a commencé par laver le savon là, elle a rencontré un monsieur, un amant, qui l'a aidé à ouvrir la boutique et que les choses ont pris.